il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Le gouvernement du Québec et d'autres partis politiques au Québec parlent depuis des années. Il faudrait avoir un registre des délinquants sexuels dangereux. C'est un sujet qui revient dans l'actualité par une cour de l'Ontario, parce que l'Ontario a un tel registre. Et hier, il a été jugé non constitutionnel. Il a été jugé anticonstitutionnel par une cour de l'Ontario. C'est un citoyen qui on demandait de se rapporter parce qu'il était sur la liste des criminels du genre. Et il a oublié de le faire. La Cour a donc entrepris des procédures pour lui. Puis là, son avocat a contesté ces procédures et a gagné en disant, cette espèce de répertoire, là, de registre des délinquants sexuels, ce n'est pas constitutionnel. Patrick Taillon, professeur et co-directeur au Centre d'études en droit administratif et constitutionnel de la Faculté de droit de l'Université Laval, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, expliquez-nous le fondement de la décision, pourquoi un tel registre serait pas constitutionnel au Canada. C'est pas si tranché. C'est-à-dire que en matière de droits et libertés, surtout quand c'est le temps d'encadrer le travail de la police, on demande beaucoup d'exemplarité à l'endroit de la police. Ça permet parfois justement de protéger les droits des accusés ou des personnes qui sont incarcérées quand il y a des gaffes policières. Mais le reste du temps, des fois, on met le curseur très élevé. Alors, dans l'encadrement du travail policier et du travail du système de justice, en matière de droits et libertés, il y a une espèce de biais. C'est l'idée que on peut faire des choses qui limitent les droits et libertés si on évalue au cas par cas la situation. Il y a vraiment une méfiance à l'endroit de tout ce qui est solution automatique. Donc, ce que nous dit le juge ontarien là, qui a rendu la décision, c'est un peu la même chose qui avait été dite à propos d'une réforme équivalente au fédéral qui avait été adoptée en 2011. C'est que si vous créez un registre, c'est correct. Mais vous pouvez pas dire que les gens vont être automatiquement sur le registre à vie. Il faut qu'il y ait un recours, il faut qu'il y ait comme une possibilité de s'adresser à un tiers. Là, le tiers idéal, c'est le juge, évidemment. Puis là, où on va pouvoir dire, moi, dans mon cas, c'est peut-être pas approprié de m'inscrire là-dessus à vie parce que ma dangerosité, parce que les risques de récidive. Et donc, c'est ce biais en faveur non pas d'un droit à la vie privée ou du fait que en soi, c'est mal un registre des délinquants sexuels. C'est juste l'idée que pour protéger, éviter une dérape, éviter une situation excessive. Mais c'est pas déjà des juges qui décident d'inscrire, parce qu'on dit le jugement, mais vous avez quelqu'un qui serait une première offense relativement mineure. Le juge ne l'inscrira pas sur le registre, corrigez-moi. C'est pas automatique, c'est déjà un juge qui décide d'inscrire. Le juge donne la peine. Après ça, la personne est incarcérée. Et là, dans la version ontarienne de la loi, par exemple, M. Roberts, là, la personne dans cette affaire-là, lui, il a été reconnu coupable de 8 chefs d'accusation d'agression sexuelle. J'en connais pas la gravité du type d'agression, mais c'est sur 4 personnes différentes. Et ça donne une peine quand même assez modeste, de 4 mois. Après, c'est réglé. Là, en tout cas, dans le système québécois, quand il sort de sa peine, il repasse pas devant un juge, il repasse devant une commission des libérations conditionnelles qui va encadrer. Donc, si on prend par exemple l'expérience fédérale, à partir de 2004, si je me trompe pas, c'est à l'époque de Paul Martin, il y a un registre de ce type qui est mis en place, puis la loi de l'époque au fédéral, elle s'inspire de la loi ontarienne qui a été invalidée récemment. Puis en 2011, on redonne un petit tour de vis sous le gouvernement Harper pour créer justement quelque chose de plus automatique et de plus systématique, où là, les gens dès qu'on est coupable de certains types d'accusations, on est inscrit à vie. Et c'est cet aspect à vie, sans possibilité de faire l'objet d'une évaluation, qui est en tout cas la raison principale qui structure. Donc, il faut pas surinterpréter une décision comme ça. Ceux qui vont dire « on veut pas de registre parce que celui en Ontario a été invalidé », ils servent un peu d'un faux prétexte. Donc, faut pas mélanger la volonté d'en faire. OK. Un certain registre avec certains encadrements est encore possible malgré ça, mais je pose quand même la question. Ce qu'avait fait Harper,
c'est des cas graves, là. Exemple, c'est des gens qui sont des récidivistes, des multiples agressions, dans certains cas, des agressions sur des enfants. Je veux dire, les gens qu'on retrouvait inscrits sur le registre, c'est pas la petite gaffe une fois dans une vie mineure. C'est des gens, comme à un moment donné, t'as assez de répétition et de gravité que tu te dis, wow, attends un peu, là. Je veux dire, il faut que la société prenne des mesures. On est en danger de récidive. En tout cas, moi, je l'ai toujours vu comme ça. Ouais, mais c'est là un peu tout le paradoxe. Ben, c'est comme ça que ça fonctionne, du moins. Est-ce que on peut, mettons, dans la lutte au terrorisme, est-ce que la police peut utiliser des moyens exceptionnels qui, en soi, nous semblent très graves? Ben, généralement, la jurisprudence finit par dire, si avant de poser tel geste, la police va voir un juge puis va demander la permission, un mandat, quelque chose, qu'il y a une évaluation qui est faite, ben, étonnamment, le système est assez flexible et on peut permettre à la police de faire bien des choses. Mais en même temps, il y a une lourdeur qui vient avec ça, qui est l'évaluation individualisée, qui vise à éviter qu'il y ait une espèce de situation où, justement, dans le cas qui nous occupe, les risques de récidive seraient moins présents pour une raison qui, personnellement, moi, m'échappe parce que je suis pas criminaliste ou criminologue, mais c'est l'esprit de la décision, c'est pas un pour ou contre les registres de délinquants sexuels. Évidemment, tous ceux qui sont farouchement pour ou farouchement contre vont peut-être l'interpréter ainsi. Mais c'est plutôt une décision qui porte sur si vous voulez en faire un, on reconnaît que ça aide le travail de la police. On reconnaît que c'est un outil utile dans un système de justice criminelle, de prévention, etc. Mais vous devez le faire d'une manière qui implique une évaluation individualisée. Donc, on est toujours dans le débat sur le comment et non pas sur est-ce que c'est permis ou interdit. C'est permis si on le fait d'une certaine manière. Ça alimente quand même toute cette impression des citoyens, là, que bon, la charte, là, c'est faite sous des beaux principes, c'est tout souhaitable, c'est tout beau, des droits et libertés, mais que les Hells Angels l'ont utilisé. En fait, que souvent, c'est très, 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 très utile pour les criminels pour se protéger, au détriment, dans certains cas, même de victimes, là. Sur ce registre-là, on a eu beaucoup de décisions récentes dans les dernières années, même dans les derniers mois, sur les questions de peine minimale obligatoire. Je pense entre autres à l'affaire Sasseville là, qui concernait le Québec en matière d'agression sexuelle d'ailleurs. Et effectivement, il y a comme un équilibre qui est assez difficile à trouver parce qu'évidemment, tout le monde est pour un système de justice exemplaire, tout le monde veut qu'on encadre le travail de la police. Mais en même temps, à chaque fois que dans un dossier, une enquête, des procédures criminelles échouent pour une question de comment la police a travaillé ou comment le système fonctionne, ben ça peut à terme miner la confiance du public dans l'administration de la justice parce que on va avoir l'impression que ces chartes deviennent finalement un outil formidable. Des fois, à la blague, j'ai tendance à dire que la charte a transformé les procès de droit criminel non plus en procès de l'accusé, mais en procès de la police. Bon, c'est évidemment une exagération, mais qui illustre assez bien comment, pour les avocats de la défense, la charte est devenue un formidable coffre à outils pour faire valoir les intérêts de leurs clients, qui dans certains cas sont encore présumés innocents, dans d'autres cas finissent parfois par être reconnus coupables, mais malgré tout s'en sortir pour une question de droits et libertés. Jusqu'où on va dans cette direction, c'est peut-être le prix à payer pour une justice exemplaire, mais le curseur est effectivement difficile à établir. Est allé assez loin jusqu'à maintenant. Maître Taillon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Patrick Taillon, professeur de droit constitutionnel à l'Université Laval.